Alors bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici en 2020 pour vous parler d'un artiste que vous connaissez bien mais dont on fête cette année le 500e anniversaire de la mort. Il s'agit de Raphaël. Et vous ne le savez peut-être pas, il existe un château à 50 km au nord de Paris, donc pas très loin d'ici, Bruxelles, qui renferme la deuxième collection la plus importante en France d'œuvres de Raphaël. Cela tient à la volonté et au goût d'un homme, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui a été le plus grand collectionneur français du XIXe siècle. Il a hérité de Chantilly à l'âge de 8 ans. C'était la demeure des princes de Condé auparavant. Le dernier prince de Condé est mort en 1830 sans héritier et a légué son domaine, son château et ses collections à Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Un château très important avec des décors somptueux, notamment du XVIIIe siècle. Vous avez ici un exemple une des pièces des appartements des princes de Condé du XVIIIe siècle, du début du Rocaille. Parmi ces appartements se trouve ce qu'on appelle la Grande Singerie, un décor assez unique en France qui date ici de 1737, où les singes et les hommes s'entremêlent dans des programmes iconographiques en lien avec la chinoiserie et l'exotisme. Chantilly, le Chantilly du duc d'Aumale, c'est aussi les grandes écuries, les plus grandes écuries princières d'Europe, construites entre 1719 et 1735, construites par le prince de Condé, premier ministre de Louis XV, qui pouvait y loger 240 chevaux, des chevaux dédiés à la chasse. Parce que Chantilly, c'est aussi un écrin de forêt, un écrin, aussi un parc, des jardins historiques, des jardins à la française, notamment ceux d'André Le Nôtre que vous avez vu dans la première diapositive, avec un canal beaucoup plus long que celui de Versailles, et un jardin anglo-chinois où vient se loger le hameau, construit en 1774 pour Louis-Joseph, prince de Condé, un hameau qui a inspiré Marie-Antoinette à Versailles. Le duc d'Aumale hérite donc en 1830 de tous ces trésors de ce site, avec un château en partie détruit néanmoins en 1798 lors de la Révolution française. Et après son mariage, à partir de 1845, il va commander des appartements privés pour lui et son épouse napolitaine, des appartements que nous venons de restaurer grâce à l'Institut de France, à l'État français et à la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, présidée par son Altesse Lagacan. Des appartements dont vous avez ici deux des 7 pièces, montrant des décors de la monarchie de Juillet, donc des années 1840, très éclectiques, historicistes, où on a vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité du duc d'Aumale. Ce duc d'Aumale est parti en exil pendant plus de 20 ans, entre 1848 et 1871, où il a été privé de fonctions militaires, de fonctions politiques, et il a passé son temps finalement à collectionner pendant cet exil. On va y revenir, notamment des Raphaël. Ce n'est qu'en 1871 qu'il revient à Chantilly, qu'il reprend possession de son château, qu'il reconstruit toute la partie du château qui avait été détruite pendant la Révolution, dont vous avez ici une partie, tandis que cette partie-là avait survécu. Et il va reconstruire son château pour former l'écrin de ses collections extraordinaires. Chantilly abrite de nos jours la deuxième collection la plus importante en France d'art ancien, après le musée du Louvre, avec tous les chefs-d'œuvre, de Fra Angelico jusqu'à Delacroix ou Ingres, avec aussi une bibliothèque extraordinaire, dont le trésor est constitué par les Tréviseurs du duc de Berry, et une collection de peintures qui va des primitifs jusqu'au XIXe siècle, en passant par la Renaissance italienne et française, période de prédilection du duc d'Aumale. Alors venons-en à Raphaël. Quelle est la place de Raphaël à Chantilly? Alors pour parler chiffres, parce que c'est toujours intéressant, Chantilly a la chance d'abriter de nos jours 3 tableaux de Raphaël, entre 7 et 8 dessins, ça dépend des spécialistes, et près d'une quarantaine de son atelier et de ses élèves. Et ce que je voulais peut-être étudier aujourd'hui, ce soir, c'est comment cette collection, qui est finalement la plus importante en France, en main privée au XIXe siècle, a pu se constituer à l'époque où le marché est quand même, se raréfie en œuvres de Raphaël. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Raphaël est le peintre préféré du duc d'Aumale. L'examen de ces agendas montre que, de très loin, c'est le peintre le plus
cités, avec 21 occurrences, contre 11 pour Michel-Ange et 7 pour Léonard de Vinci, hein, si on se limite à la plus grande triade de la Renaissance italienne. Le duc d'Aumale, qui était un duc voyageur, qui parcourait l'Europe, qui parcourait les foires et les musées, hein, donc un duc finalement assez contemporain, il serait venu à la Brafa s'il le pouvait. Le duc d'Aumale ne passait pas dans une ville ou dans un musée sans aller admirer les œuvres de Raphaël. C'est ainsi que, on sait grâce aux agendas, qu'à Munich, il alla voir à nombreuses reprises la Sainte Famille Canisiani de Raphaël, ou la Sainte-Cécile, qui est maintenant désattribuée, hein, l'original est désormais confirmé à Bologne. Il alla également très régulièrement en Italie. C'était sa destination favorite, à vrai dire, et notamment à Florence, au Palais Pitti, où on sait qu'en 1869, en 1875, en 1883 notamment, il allait voir la Madone à la chaise, que vous voyez ici à gauche, ou la Madone du Grand-Duc. Son tableau préféré de la Pinacothèque de Bologne, c'était la Sainte-Cécile, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il alla voir là aussi à plusieurs reprises, en 1864, en 1880. Il juge aussi de sa restauration. Il juge en 1880 que sa restauration est trop poussée. Donc vous voyez, un duc historien de l'art qui se forme l'œil et a sa propre opinion sur l'œuvre de Raphaël. En 72, il alla également à Milan voir le mariage de la Vierge à la Brera. On sait même qu'il collectionnait, on les conserve toujours dans nos archives, les reproductions photographiques de ces tableaux pour documenter ses recherches et documenter sa collection. Alors cet amoureux de Raphaël voulut évidemment en acquérir pour lui-même. Et le premier tableau, c'est celui que vous voyez ici, la Madone d'Orléans, a été acheté à Paris en 1869, pendant qu'il était en exil, mais en fait il avait des intermédiaires qui en enchérissaient pour lui. Donc à la vente de l'Essert, en l'occurrence ici, le 15 mars, on sait par les archives qu'il était prêt vraiment à monter très, très fort. Il était prêt à aller jusqu'à 280 000, rien de plus, sait-on grâce à ses lettres. Ses intermédiaires, notamment un dénommé Baucher, s'inquiète, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce Raphaël, les prix vont monter. Et puis finalement, très bonne nouvelle, le duc d'Aumale a pu avoir ce tableau pour 150 000 francs, ce qui est quand même considérable hein, pour l'époque. Ce tableau était vraiment important pour lui. C'est un tableau qui a été peint entre 1506 et 1507, pendant le séjour florentin de Raphaël, hein, avant qu'il n'aille à Rome. Et c'est un tableau qui étonne par sa superbe modestie. Vous voyez, il y a très peu de couleurs, hein, on est vraiment limité aux couleurs primaires fondamentales. On a une Vierge très maternelle qui regarde vers son fils, tandis que lui nous observe avec un regard plein de gravité, parce que finalement, lui et nous savons quel sera son destin et donc sa passion. On y aperçoit aussi, à l'arrière-plan, une remarquable nature morte ici, assez peu commune chez Raphaël, qui montre que l'artiste est en lien ou a vu des œuvres nordiques, et notamment un Van Eyck, celui-ci, le Saint Jérôme, qui est aujourd'hui au musée de Détroit. Et c'est un tableau qui a appartenu au duc de Florence, Laurent de Médicis. Donc, on a l'artiste qui a sans doute eu connaissance de ce tableau, et notamment de la nature morte qui se trouve à l'arrière-plan, ici, où on trouve un vase ayant la même forme que dans le tableau de la Madone d'Orléans. Et si vous voyez ce vase, enfin là vous n'arrivez pas à lire, mais croyez-moi sur parole, il est marqué Tyriana. Et en fait, le Tyriana, c'est le remède contre la morsure du serpent. Et en fait, ce que Raphaël a voulu nous dire aussi avec cette nature morte, c'est que le Christ et le remède contre le serpent, donc contre le mal. C'est une œuvre qui témoigne d'une part d'une appétence, ou en tout cas d'une connaissance de l'art flamand présent à Florence à ce moment-là, mais aussi des grands maîtres que Raphaël a pu côtoyer sur les bords de l'Arno, et notamment Michel-Ange, avec ces enfants très sculpturaux. Là, je vous ai mis la Madone Bridgewater, qui est à peu près contemporaine, qui est aujourd'hui à Édimbourg, mais qui a été peinte pendant la carrière florentine de Raphaël, où vous avez ces enfants tout en diagonale, très sculpturaux, on dirait des petites sculptures en quelque sorte, qui en fait sont des réponses à l'art de Michel-Ange. Mais c'est aussi une réponse et un dialogue avec l'art de Léonard de Vinci. Et donc vous avez là, par ce petit tableau, un peu
toute l'ambition du jeune Raphaël qui est à Florence et qui se confronte à ses grands aînés. Alors je m'explique, le sentiment maternel, le regard de la Vierge tourné vers l'enfant, mais surtout ici, là vous discernez, mais vous verrez mieux si vous venez à Chantilly, vous avez un drapé ici bombé qu'on retrouve exactement là. Et donc, on est véritablement dans une sorte de creuset artistique que Raphaël a créé pour se confronter à ses brillants aînés. Et c'est une œuvre qui devance un tableau célèbre de Raphaël qui est maintenant au Louvre, La Belle Jardinière, où on a les mêmes coloris, ces jeux de regard, ces enfants sculpturaux. C'est le cas aussi avec la Madone à la Prairie. Ce qui est important, enfin, de savoir pour ce tableau, et pourquoi le duc d'Aumale a voulu l'avoir à tout prix, pourquoi c'est son premier Raphaël. En fait, ce tableau s'appelle la Madone d'Orléans. Et vous vous souvenez, le duc d'Aumale, en fait, c'est Henri d'Orléans, donc issu de cette grande famille princière qui est montée sur le trône à la faveur du règne de Louis-Philippe en 1830. Et en fait, ce tableau appartenait, avant la Révolution française, à la famille d'Orléans, donc à la famille du duc d'Aumale. Et il a été vendu pendant la Révolution par Philippe Égalité, hein, le prince qui a voté le régicide de Louis XVI. Et donc le duc d'Aumale a voulu finalement récupérer un des grands tableaux qui avait appartenu à sa famille avant la Révolution française. Le deuxième tableau, et qui est peut-être le plus célèbre de Chantilly, ce sont les Trois Grâces. Ce tableau, le duc d'Aumale l'avait vu très tôt, dès 1857, dans une foire, celle de Manchester, qui était une foire démesurée, hein, qui durait de mai à octobre, vous les imaginez. Il y avait plus de 16 000 œuvres exposées. C'est un peu l'ancêtre des grandes foires qu'on connaît de nos jours. Et donc le duc d'Aumale s'y rend, et y admire Corrège, mais surtout, il dit dans une lettre, qu'il fallait y aller, ne serait-ce que pour admirer les Trois Grâces de Raphaël. Donc, il était marqué tout de suite par ce tableau. 12 ans plus tard, en 1869, il va à Sienne et admire là-bas une sculpture des Trois Grâces, une sculpture antique que je vous montrerai tout à l'heure. Et là aussi, ça lui fait penser à Raphaël. Donc, vous voyez, c'est un tableau qu'il avait vu et qui ne l'a pas quitté. Et puis finalement, 18 ans après l'avoir admiré à Manchester, en 1885, ce tableau est en vente par William Ward, le premier comte de Dudley, et le duc d'Aumale l'acquiert pour 25 000 livres, ce qui est très, très, très coûteux pour l'époque. Et le duc d'Aumale ressent une émotion fondamentale, et tous les journaux en parlent. Là, vous avez le New York Times du 27 décembre 1885 qui dit que le défunt Lord Dudley a vendu son fameux Raphaël, enfin les héritiers ont vendu ce fameux Raphaël pour 25 000 livres à son Altesse Royale le duc d'Aumale. C'était l'un des joyaux des collections britanniques et qui quittait le pays. Donc là aussi, vous voyez déjà, dès cette époque, on s'alarme de la fuite des trésors dans certains pays, et là en l'occurrence en France. Tout de suite, ce tableau intègre la liste des tableaux les plus chers de l'époque. Ici, je vous ai indiqué la liste qui est dans l'Almanach Hachette de 1894 des 50 tableaux les plus chers. Alors, il n'y a pas encore le Salvator Mundi, mais vous avez un certain nombre de Raphaël, et notamment les deux Raphaël du duc d'Aumale. Ici, vous avez le duc d'Aumale, et puis plus bas, avec les Trois Grâces à la Madone d'Orléans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les autres acheteurs de l'époque d'œuvres de Raphaël. Et en fait, ils sont très peu. Il y a la National Gallery de Londres, et puis il y a les Rothschild, avec Alphonse, avec Gustave, avec Edmond. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les Raphaël. Ensuite, vous avez évidemment les enchérisseurs pour les Rembrandt, les Van Dyck, les Frans Hals, etc. Donc vous voyez que le duc d'Aumale avait marqué un grand coup en acquérant ces deux tableaux. Alors si on revient aux Trois Grâces, ça devient l'un des chefs-d'œuvre de la collection du duc, hein, qui est revenu à Chantilly à ce moment-là, et qui commande à Froment-Meurice, le fameux orfèvre, ce cadre que vous voyez à l'écran pour embellir
son œuvre. Et puis le duc d'Aumale crée une salle dédiée à ces petits trésors qu'on appelle le santuario, donc le sanctuaire en italien, où vous avez d'une part la Madone d'Orléans et d'autre part les Trois Grâces, encadrant un tableau de Cassone, de Filippino Lippi et Botticelli, et puis les 40 miniatures de Jean Fouquet. Donc la salle des petits trésors dans lesquels trônent les deux tableaux du duc. Alors si on vient aux Trois Grâces, en quoi elles sont importantes? C'est un tableau, vous l'avez remarqué, mythologique. Ce qui est finalement assez rare dans la production de Raphaël. Et si on essaye d'imaginer d'où cela peut venir, ben, ça vient du maître ou du mentor de Raphaël, le Pérugin, que Raphaël a côtoyé pendant un certain nombre d'années, au tout début du XVIe siècle. Ici, vous avez Apollon et Marsyas, un tout petit tableau qui se trouve au musée du Louvre. Et justement, ce sont ces petites dimensions qu'on retrouve dans le tableau des Trois Grâces de Raphaël. Le pendant des Trois Grâces de Raphaël, en fait, se trouve à la National Gallery de Londres. C'est cette allégorie où vous avez, dites aussi le songe du chevalier, où vous avez trois personnages, tout comme dans les Trois Grâces, avec des tableaux de la même dimension, sur le même support, qui n'ont pas été coupés, parce qu'on a ce qu'on appelle la barbe tout autour, donc les délimitations du cadre d'origine. Et ce diptyque, c'est une sorte de diptyque, en fait, nous pose beaucoup de questions et de problèmes, surtout sur la destination de ce si petit tableau. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses, et en fait, ça n'est pas encore résolu. On peut penser que, en effet, c'est un diptyque, ou alors ce sont l'avers et le revers du même tableau qui auraient été coupés. Ça peut être aussi, ça a été interprété aussi comme des plats de reliure, en fait, pour un livre. Donc, de diverses choses. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le thème de la jeunesse y est présent, et donc ça peut être, selon certains chercheurs, une sorte de tableau en l'honneur d'un jeune homme qui se lance dans la vie. Bon, enfin, il y a un certain nombre de candidats pour cela, peut-être Scipione di Tommaso Borghese, parce que c'est aussi des tableaux qu'on retrouve après dans les collections Borghese. Tout cela est encore assez flou. Ce qu'on sait par contre, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une inspiration antique à ce tableau. Les groupes des Trois Grâces qu'on trouvait depuis l'Antiquité, vous avez ici celui de Sienne, ou alors l'exemplaire Borghese qui est au Louvre. On trouvait aussi ces Trois Grâces sur des médailles à Florence, au début du XVIe siècle. Ici, vous avez le revers d'une médaille où on a les mêmes Trois Grâces, une médaille qui a été frappée en 1486. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand on se penche sur les analyses scientifiques, et notamment ici les réflectographies qui ont été effectuées au Centre de recherche et de restauration des musées de France, au sous-sol du Palais du Louvre, vous avez le dessin sous-jacent, en fait, qui apparaît. Et ce que vous voyez, c'est qu'à l'origine, en fait, cette grâce-ci et cette grâce-là ne tenaient pas de boule, et en fait, cachaient leur nudité. Vous voyez, de part et d'autre. Là, vous devinez la main qui cachait la nudité, tandis que la grâce du milieu tenait cette fameuse boule. Alors, est-ce que ce changement a été provoqué par un souci d'équilibre, c'est-à-dire avoir trois boules de part et d'autre pour harmoniser cette composition? Est-ce qu'on a aussi un changement iconographique? Est-ce qu'on est passé du jugement de Paris, vous savez, quand Paris doit donner la pomme d'or à la plus belle des déesses entre Junon, Vénus et Minerve, ou est-ce que ces trois boules, ça ne ferait pas écho finalement aux armes des Médicis, vous saviez, où il y a trois boules aussi dans leur blason. Beaucoup de questions. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de plénitude compositionnelle qui aboutit avec ces trois boules, ces trois boules. Et en fait, on a sans doute là des allégories, de la tempérance, enfin, les fameuses grâces qu'on connaît. Voilà pour les deux tableaux du duc d'Aumale. Alors, vous allez me dire, mais en fait, il y en avait trois, mais je reviendrai à la fin sur l'histoire du troisième parce qu'elle est tout à fait intéressante. Le duc d'Aumale a surtout acheté aussi beaucoup de dessins. C'est un grand amateur de dessins et il les a achetés, en tout cas pour les dessins de Raphaël, en bloc. Il a acheté une collection, celle de Frédéric Rézé, qui était conservateur au musée du Louvre et qui, pour
éviter un peu les conflits d'intérêts, a décidé de vendre sa collection personnelle. Et donc il y a eu beaucoup de négociations, là aussi vous l'imaginez. Il y a un sculpteur qui était le conseiller artistique du duc de Mal, qui s'appelle Henri Trichetti, qui était chargé des négociations. On a toutes les lettres où on négocie les prix assez simplement. Et on fait appel à des expertises, notamment celle d'Yves de la Salle, qui est un autre collectionneur qui fait l'objet d'une exposition en ce moment au musée du Louvre, qui vient expertiser cette collection et conseiller le duc d'Aumale. Donc le duc d'Aumale, au début, en propose 100 000 francs. Et puis, en fait, Rézé en veut 150 000. Et donc, entre 150 et 200 000. Et puis, on monte petit à petit et on s'accorde sur le prix de 140 000 francs, en y joignant, d'après la lettre du duc, les cartons des enfants de Raphaël, ce dessin que vous voyez là. En fait, il s'agissait d'une collection de près de 300 dessins qui allaient de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, mais dans lesquels se trouvaient essentiellement des dessins de la Renaissance italienne, et notamment les dessins de Raphaël. Ici, vous avez ce fameux carton, des dessins très grands, à dimension de l'œuvre définitive, qui était préparatoire, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être une fresque, peut-être une tapisserie. C'est un dessin évidemment que vous voyez fragmentaire, il devait avoir quelque chose. Au centre, là, on devine des acanthes, peut-être pour un autel à l'antique. En tout cas, vous avez des poutis qui font une joute sur des sangliers. C'est un thème mythologique qu'on pouvait trouver notamment à Urbino. Et en fait, ça nous renvoie au contexte de création de ce carton. Il faut revenir au début de la carrière de Raphaël, tout début de la carrière, avant qu'il n'arrive en Toscane, etc. C'est un peintre qui est né en 1483 à Urbino, qui a été formé par son père, qui a très vite été aussi en contact avec les grands peintres de l'époque, notamment le Pérugin. Et ici, vous avez un carton qui est datable du tout début du XVIe siècle. D'après le filigrane, on peut dire qu'on est autour de 1503-1504 maximum. Donc Raphaël a 20 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est le type physique de ces poutis, avec les mentons en galoche, avec ces fronts assez bombés, les cheveux frisés, les ventres rebondis, qui renvoient au dessin de Raphaël de cette époque-là. Ici, vous avez deux dessins du musée du Louvre. On a les mêmes types physiques. Ici, c'est juste une photographie que je vous montre où, en fait, c'est une étude qu'on a menée vraiment il y a 3 semaines pour voir le filigrane. Vous savez, c'est la marque de fabrique à l'intérieur du papier qui permet de dater, en tout cas, le support papier. Et vous avez ici une sorte de croix de Saint-André, en fait, qu'on trouve sur d'autres dessins de Raphaël au tout début du XVIe siècle lorsqu'il est à Urbino. Alors, les sangliers, c'est un thème qu'il pouvait connaître, Raphaël, notamment par les gravures de Dürer. Et cette gravure de l'enfant prodige, vous avez exactement, enfin presque exactement, notamment ici, les mêmes sangliers qui sont dépeints pour ici une composition qui pouvait servir, je vous le disais, peut-être à une fresque, donc un décor d'architecture, peut-être à une tapisserie, un carton de tapisserie, on ne le sait pas. Autre dessin acheté par le duc d'Aumale, à peu près contemporain, un autre carton. Donc un carton, c'est un dessin qui a les dimensions de l'œuvre définitive, mais qui est piqué tout autour des contours pour permettre de faire passer de la poudre de carbone et donc pour reporter la composition sur un tableau, sur une fresque qu'on met derrière. Et ici, c'est un jeune moine lisant, très monumental, très serein, où vous avez des mains assez disproportionnées, et on voit que c'est finalement ce geste de la lecture qui est important dans cette composition. Mais le reste est assez plat, finalement. On voit qu'on est encore dans un Raphaël qui est jeune et qui est soumis à ces influences d'Urbino ou de Ombri. On peut dater par comparaison ce carton du tout début du XVIe siècle, là aussi les années entre 1502 et 1504, avec ici ce petit tableau qui est à Dulwich, avec le Saint-Antoine de Padoue, de la même composition. Malheureusement, on ne connaît pas l'œuvre définitive que ce carton a préparée. En fait, elle n'est pas conservée.
Et si on avance un peu, on a ce superbe dessin qui est à Oxford, vous avez un même jeune moine tonsuré, mais là vous avez un travail du modelé, un travail du volume qui est beaucoup plus important et qui permet de dire que ce dessin est postérieur à celui de Chantilly. Par contre, un dessin beaucoup plus proche, c'est celui qui est à Oxford et qui est daté de 1505. Donc vous voyez, juste au moment de datation du carton de Chantilly, vous avez cette étude de jeune tête de femme avec le même traitement du nez, une très fine ombre ici sur la narine, le même type de bouche, et puis finalement une grande part laissée à la réserve du papier, c'est-à-dire que c'est assez peu dessiné. Il y a quelques traits et puis c'est terminé. Mais c'est magistral. Si je continue dans les dessins achetés par le duc d'Aumale au même moment, vous avez un superbe dessin préparatoire à un tableau du Louvre qui est La Belle Jardinière, que je vais vous montrer dans quelques instants. Un dessin ici qui est datable de la période florentine de Raphaël, en tout cas on date entre 1507 et 1508. C'est une œuvre qui a été disputée, c'est-à-dire que pendant longtemps on a dit que c'était plutôt un collaborateur ou un élève parce que il y a une certaine sécheresse dans certains traits, mais en fait qui est expliquée par le fait qu'on a lavé ce dessin au XIXe siècle, donc ça l'a un peu raidi. C'est ici une composition pyramidale avec la Vierge, l'enfant et le petit Saint Jean-Baptiste, une composition très harmonieuse, qui a été préparée par d'autres dessins qu'on conserve par ailleurs. Celui ici d'Oxford, vous avez l'enfant Jésus. Et puis c'est un dessin qui est aussi à mettre en relation avec une feuille qui est au musée du Louvre, qui vient de la collection de Mariette, où vous avez la même composition, mais une composition qui vient juste avant, en fait. C'est un dessin qui vient juste avant le dessin de Chantilly. Il faut imaginer un Raphaël qui est un perfectionniste, qui dessine à chaque étape du processus de sa création et qui livre ici 2 étapes préparatoires avant son tableau. Et vous voyez que le dessin de Chantilly est un peu plus abouti, il y a une esquisse de paysage, vous avez une coiffure un peu plus élaborée pour l'enfant Jésus, vous avez encore l'habit de la Vierge, l'auréole qui est assez différent. Donc c'est une sorte de mise en place progressive vers le carton. Là aussi, avant le tableau de Raphaël se trouve un carton. Le carton est aujourd'hui à Washington. Et vous voyez que dans l'œuvre définitive, la Vierge va regarder non pas Saint Jean, mais l'enfant Jésus. Et puis le tableau définitif, qui est aujourd'hui au musée du Louvre, finalement assez proche, si ce n'est la question du regard de la Vierge. Mais vous voyez que dans le dessin de Chantilly, Raphaël avait déjà tout mis en place. Si on continue sur la période florentine de Raphaël, vous avez cette petite Vierge d'humilité, c'est-à-dire assise par terre, en toute modestie, avec un travail au lavis, donc avec ces aplats d'encre diluée, qui permet de faire jouer l'ombre et la lumière. Et ici, qui est assez intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une petite dimension, on a beaucoup de détails. Alors c'est un dessin qui est malheureusement usé, comme vous pouvez le deviner, mais on voit toute la maîtrise de Raphaël dans cette technique, le lavis, comme on avait vu une maîtrise dans la pierre noire ou dans la plume et l'encre. Et on verra ensuite pour la sanguine. Donc une œuvre, là aussi, qui est datée autour de 1508-1510, qui montre que quand Raphaël est à Florence, il travaille beaucoup sur le thème de la Vierge à l'enfant, c'est Madone. Et en fait, c'est ce qu'on a dans l'œil aussi. Quand on pense à Raphaël, on pense à ces groupes maternels, très harmonieux, avec des compositions très réfléchies, telles que vous voyez ici. Alors si, là aussi, on essaie de décortiquer ce dessin, et notamment essayer de le dater, on a cet autre dessin préparatoire pour un autre tableau, ce dessin est au musée du Louvre, où on a le même travail de la vie d'encre, avec une Vierge assise sur le sol, tout comme ici, et une position sur le côté de l'enfant Jésus. En fait, Raphaël travaille souvent sur les mêmes iconographies, mais en essayant toujours d'inventer de nouveaux détails, de nouvelles compositions, une sorte de travail perpétuel sur les mêmes motifs. Et en cela, il est très moderne, finalement. Donc le dessin
de Chantilly fait écho aussi à une autre composition de la fin de la période florentine de Raphaël, c'est la Madone du Belvédère, et notamment cette jambe déployée que vous voyez là, qu'on trouve aussi dans le dessin de Chantilly, ou alors ce dessin ici qui est formidable, qui est au Musée des Beaux-Arts de Lille, où vous avez un dessin préparatoire là aussi pour une Madone, une Vierge, avec la même jambe déployée, mais un corps ici beaucoup plus dynamique finalement que dans le dessin de Chantilly. Alors si je continue, un autre dessin, là aussi c'est un peu l'inventaire à l'après-vert, mais autre dessin biface de Raphaël, du début de sa période romaine. Vous savez qu'en 1508, Raphaël est appelé à Rome par le pape Jules II pour décorer les chambres du Vatican, les appartements privés du pape. Mais il ne va pas laisser tomber tout le reste de son travail. Il va continuer à produire un certain nombre de tableaux, et notamment un retable dont on va parler à ce moment-là, dont vous avez ici deux dessins préparatoires avec deux techniques différentes, la plume et l'encre, et ici la pierre noire. Si on regarde celui de gauche, c'est une vierge qui est en train d'implorer, là aussi finalement très virtuose, en quelques traits de plume. Raphaël sculpte les formes, notamment ici dans les mains. Ici, vous avez quelques traits de plume, et en fait, tout est déjà mis en place. Tout comme ici, le visage très pathétique, très implorant de la Vierge, tandis qu'ici, vous avez un visage très esquissé, en quelques traits, là aussi assez géométrique, hein. C'est le début du travail, les primi pensieri qu'on appelait, où la mise en place finalement est assez sommaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce visage, on le retrouve ici dans l'étude pour la Sainte Catherine du Louvre, et qui est à peu près contemporaine. Par contre, la figure implorante, on va la retrouver ensuite dans un autre dessin. Donc en fait, vous avez des sortes de dessins qui donnent naissance à d'autres familles de dessins, en quelque sorte. Et là, on voit aussi l'intérêt de ce médium, c'est-à-dire de faire jaillir des idées, faire jaillir des motifs. Ici, cette Vierge implorant est devenue un Saint-Étienne, lapidé, hein, comme vous le voyez ici, dans ce dessin qui est à l'Albertina, où on trouve une position du corps agenouillé assez similaire. Et puis, Raphaël va réutiliser cette tête, non pas pour, là on dirait que c'est un homme assez vindicatif, en fait pour cette tête ici, du retable Baglioni qui est à la Villa Borghese, pour cette Sainte Madeleine qui se désole devant le Christ qu'on vient de déposer. Justement, je vous montre d'autres dessins préparatoires à ce tableau. Vous voyez que voilà, c'est un processus long pour arriver à la composition finale qu'on est en train de discerner ici dans ce dessin du Louvre, et qui ensuite est complètement mise en place avec le dessin de Florence, où on retrouve cette fameuse tête. L'autre, vous vous souvenez qu'il y avait un revers, ici cette tête à la pierre noire avec des rots de craie, hein, pour modeler la lumière. En fait, cette tête, elle fait penser à celle d'un antique célèbre, c'est le Laocoon, hein, qui venait juste d'être découvert à Rome, et tout de suite les artistes se sont emparés de ce motif. Et donc ce cou assez musculeux, ces yeux tombants et cette bouche tombante aussi très pathétique en provient, tout comme il pouvait provenir d'un autre antique, qui est le Gaulois mourant, dont on conservait dans les collections romaines de l'époque plusieurs exemplaires. Et en fait, Raphaël s'en est inspiré, toujours pour le retable Baglioni, avec cette tête ici, vous voyez, du porteur du Christ qui implore et qui regarde dans l'autre sens le ciel. Le dessin le plus célèbre de Raphaël à Chantilly, c'est celui-là. Acheté également avec la collection de Frédéric Rézé, c'est l'étude pour le Saint-Sacrement. Alors, c'est un dessin qui date des années 1508-1510. Hein, vous savez, Raphaël arrive à Rome
appelé par Jules II, et tout de suite, il s'attelle à ce grand chantier des chambres du Vatican, et notamment la première chambre qui va abriter la dispute sur le Saint-Sacrement. C'est la chambre de la signature. Ici, donc, la dispute sur le Saint-Sacrement, c'est quoi? Ce sont des clercs, des ecclésiastiques, avec les 4 pères de l'Église. Vous avez Dante aussi, qui sont en train de converser, finalement, avec beaucoup d'animation, autour du thème théologique du Saint-Sacrement. Alors là, la composition définitive, elle est là, assez éloignée. Hein. Donc, le motif, le Saint-Sacrement est là, hein. Il était absent sur le dessin de Chantilly. Voilà, vous avez le dessin et là la composition finale. Et puis finalement, on a gardé assez peu de choses, quelques personnages assis, quelques attitudes, mais finalement, Raphaël a beaucoup changé d'idées en cours de route. C'est en fait la composition qui a produit le plus de dessins chez Raphaël. On voit qu'il a une sorte de pression de la part du pape, il voulait marquer un grand coup et avoir une fresque la plus parfaite possible. Dans le dessin de Chantilly, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il rend hommage à ses grands aînés, notamment Léonard de Vinci, avec ici l'Adoration des mages qui est à Florence. Vous avez ces petits personnages, enfin les mages un peu animés tout autour, qui renvoient un peu, là, notamment ces figures ici, aux ecclésiastiques de Raphaël. Et puis, c'est aussi une composition qui regarde du côté de Fra Bartolomeo, donc grand peintre de Florence, grand dessinateur aussi, avec son Jugement dernier, plein d'animations. Et puis, certaines compositions que Raphaël et le Pérugin avaient déjà imaginées, notamment à Pérouse, quand vous voyez ces personnages ici. Tout de suite, ça vous fait penser au dessin de Chantilly. Un dessin qui prend place dans tout un corpus, celui formé notamment par le dessin qui est dans les collections de la Reine d'Angleterre. Vous voyez que c'est toute la partie gauche qui est travaillée avec les personnages ici. Toujours le travail de la lumière qui intéresse Raphaël avec ses lavis. Et puis la partie supérieure en fait, de la composition, c'est le Christ aux cieux entouré de saints, en fait est à Oxford. Et voilà comment devait être représentée la composition finale, en tout cas dans la première mouture de cette fresque. Raphaël a changé d'avis en cours de route, peut-être sur les conseils de son commanditaire. En tout cas, la composition a été largement revue et tout n'est pas perdu parce que certains personnages de la composition du dessin de Chantilly en fait, se retrouvent sur une autre fresque, pas très loin de la dispute sur le Saint-Sacrement, c'est la fameuse école d'Athènes. À la fin de sa vie, vous savez que Raphaël a eu une carrière fulgurante, il va continuer à travailler pour le pape, il va être à la tête d'un atelier formidable, mais il va aussi travailler pour un autre grand commanditaire qui est Agostino Chigi, qui est un riche banquier siennois, qui va commander des chapelles, 2 chapelles à Raphaël, et puis le décor de la Villa Farnesina, dans le Trastevere, une villa périurbaine, pour laquelle Raphaël va imaginer avec son atelier plusieurs compositions, et notamment les noces d'amour et de psyché, dont vous avez ici un des dessins préparatoires pour les 3 heures ici qui couronnent les personnages. C'est une composition connue par aussi d'autres dessins fameux, notamment celui ici qui est à Windsor. Le duc de Mal va acheter un autre dessin de Raphaël dans une autre vente. Ça va être finalement le dernier. C'est celui que vous voyez à l'écran, c'est l'homme portant son fardeau, qui a été acheté en 1865 à la vente d'Espéré. Un homme très sculptural à la sanguine, et en fait qui est préparatoire à la figure qui est ici dans cette fresque du couronnement de Charlemagne, où on voit en fait, si je vous montre ici, un Charlemagne sur les traits de François Ier et un pape Léon III sous les traits du pape Léon X, le commanditaire de cette fresque. Et vous voyez que ce personnage est déjà ici, donc tout est déjà en place dans la sanguine de Chantilly, avec une composition connue par d'autres grands dessins similaires dans le trait, dans la technique, ce superbe chef-d'œuvre du musée de l'Albertina, ou alors ce petit terme du Taylor's Museum. Alors le duc de Mal pensait en avoir fini.
qu'il avait 2 dessins, il avait 2 tableaux, 8 dessins, et puis des dizaines et dizaines de dessins de ses élèves. Je ne vous livre pas tous ici parce qu'il faut que vous veniez à Chantilly à partir du 7 mars voir l'exposition qu'on va consacrer sur les dessins et les tableaux de Raphaël. Et puis il y a eu un coup de tonnerre dans les années 1970. Le tableau que vous voyez à l'écran, en fait, était connu jusqu'ici comme une copie. Le duc d'Aumale pensait avoir acquis une copie. C'était un tableau qui a été acheté dans un lot par le duc d'Aumale, la collection de son beau-père, le prince de Salerne. Et ce tableau de la Madone de Lorette, en fait, on pensait qu'il était perdu, que l'original était perdu. On connaissait les copies, on connaissait plus de 120 copies, ce qui était considérable. Et puis, on ne savait pas où était l'original. Par contre, ce qu'on savait, c'était que ce tableau avait été commandé en une sorte de diptyque avec un autre Raphaël, qui est à la National Gallery de Londres, le portrait du pape Jules II. Et donc, c'était des tableaux qui ont été commandés vers 1510-1512, donc à la fin de la vie de Raphaël. On savait que ces 2 tableaux avaient été destinés à l'église Santa Maria del Popolo à Rome, et que au milieu du XVIe siècle, Vasari les avait vu que c'était des originaux, mais qu'à la fin du XVIe siècle, le cardinal Sfrondato avait donné de l'argent à l'église et les avait pris dans sa propre collection. Et puis on en avait un peu perdu la trace. On savait qu'au XVIIe siècle, ils étaient trouvés dans la collection Borghese. On sait ça parce qu'en fait, Sfrondato a vendu au Borghese. Dans la collection Borghese, on avait les inventaires. On savait que sous le numéro 133, il y avait l'original de Raphaël. Alors voilà, on était dans les années 1970, on était face à cette connaissance. Voilà une partie des copies qui sont connues. Et puis il y a eu beaucoup d'écrits. Évidemment, les spécialistes se sont tous acharnés sur ce sujet. Par exemple, au Getty Museum, évidemment, ils pensaient qu'ils avaient l'original. Mr. Getty et ses conseillers étaient persuadés. Et en fait, il s'avère que tout est une copie. À la fin des années 70, entre 1976 et puis ça a été publié en 1979, le tableau de Chantilly, qui était très sale, très noir, a été restauré. On a découvert une superbe qualité. Et là, on pensait avoir l'original. Mais la preuve ultime était là, sous le vernis encrassé. Vous aviez le petit numéro 133, qui est le numéro dans l'inventaire Borghese du XVIIe siècle, celui qui avait l'original de Raphaël. Donc c'était un grand retentissement. Chantilly n'avait pas seulement 2, mais 3 Raphaël. Et puis, si on regarde un peu rapidement la composition, dans les réflectographies, les radiographies qui ont été produites à ce moment-là, on voit aussi que c'était non seulement un original parce qu'il fait des repentirs, c'est-à-dire que le maître avait changé sa composition en cours de route, et puis ce Saint-Joseph, à l'arrière-plan, il avait été rajouté dans un second temps, peut-être par Raphaël lui-même d'ailleurs, mais vous voyez que c'était finalement une œuvre de création, alors que toutes les autres copies, finalement, le Saint-Joseph était en majorité là dès le début, dès la création du tableau. Un tableau qui était connu par un certain nombre de dessins. Là, je vous montre des dessins qui vont être présentés à Chantilly à partir du 7 mars jusqu'au 5 juillet, avec ces dessins à la pointe d'argent sur un papier préparé de rose. Vous voyez que face finalement sans doute à un bambin, un nourrisson gesticulant, Raphaël essaye de capturer sa position pour parvenir à la composition finale qu'on voit aussi ici dans cette autre feuille issue du même carnet. Le tout dans cette période romaine où Raphaël continue à produire des Vierges à l'enfant. Et en fait, la Vierge de Lorette, c'est un peu l'aboutissement de toutes les recherches de Raphaël autour de ce thème. Ici, vous en avez deux compositions à peu près contemporaines. Et vous avez cette composition qui est très forte, en fait. Vous avez la Vierge avec un regard bouleversant qui enveloppe, en fait, de son voile l'enfant Jésus qui a l'air de jouer avec lui, mais en fait, c'est la préfiguration du linceul du Christ. Je vais vous remercier et vous inviter ensuite à venir à Chantilly pour admirer non pas ces deux, mais ces trois Raphaël et toute cette collection extraordinaire réunie par Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Merci beaucoup. Des questions? Bonjour, les dessins vont pu être vus?
Oui, alors vous savez que les dessins ne sont pas exposés de manière permanente pour les protéger de la lumière, mais ils vont tous être sortis pour l'occasion, pour ce fameux anniversaire. Tous les dessins de Chantilly, pas tous ceux que vous avez vus ce soir, tous les dessins de Chantilly, tous les dessins de l'atelier, des élèves, tous ceux que je ne vous ai pas montrés également, oui. Question, pourquoi le mot lorette? Oui, c'est une très bonne question parce que je ne vous en ai pas parlé. En fait, parce que la plus fameuse des copies était exposée dans la basilique de Notre-Dame de Lorette. Et c'était finalement celle qui avait recueilli le plus de pèlerinages, de suffrages. Et donc, cette composition a pris, mais a posteriori, le nom de Madone de Lorette. Mais originalement, l'original de Raphaël, n'était pas destiné à la basilique de Lorette, mais à celle à Santa Maria del Popolo à Rome. Oui, j'ai encore une question. Qu'est-ce qu'un papier préparé de rose? Donc en fait, vous avez, notamment en Italie pendant la Renaissance, on peut dessiner sur du papier blanc, du papier beige, mais aussi des papiers préparés, c'est-à-dire où on a apposé une sorte de lavis pour des bleus, des verts, des roses, c'est une utilité en termes de travail. Par exemple ici, ce rose, en fait, ça traduit la carnation future de l'enfant Jésus, et donc c'est d'où le nom de papier préparé de rose. C'est une couche préparatoire. Oui, mais avec le stylet, qu'est-ce qui se passe? On révèle une couche qui est en dessous du rose à ce moment-là. Non, en fait, on dépose, c'est une pointe d'argent. Donc en fait, c'est un fin trait d'argenture, en fait, qui joue avec le rose. Donc ça révèle, parce que c'est très très fin. Donc il faut préparer le papier pour que tout cela se révèle. Et alors, est-ce qu'il y a un repentir possible? Là, ce sont des dessins préparatoires, mais donc oui. On dessine, Ah non, vous ne pouvez pas effacer, parce qu'en plus, ça imprime en quelque sorte, ça marque le papier. Donc c'est réservé à des dessinateurs extrêmement habiles. Et d'ailleurs, dans la Renaissance italienne, on confie cette technique souvent aux apprentis. Ça leur permet de se concentrer, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur.